المدينة العبود في غصن بينا فها الرسول. Je suis née dans un milieu de la bourgeoisie tunisienne, la Sousse. Ma mère est tunisoise, mais mon père est du Sahel. Ma vie a été celle d'une personne dans un sens privilégié, parce que j'ai allé à l'école et surtout j'accédais aux livres, au cinéma, enfin à tout ce qui est richesse de l'esprit et du cœur. J'ai donc été à l'école, le certificat d'études, et après 3 ans, donc je suis ce qu'on appelle une autodidacte. On m'a fiancé un cousin de ma mère. Sans doute, je n'en sais rien, c'était un mariage qui au départ n'était pas du tout accepté par ma mère ou même ma grand-mère ou même tous les restes de ma famille, étant donné que j'étais trop jeune pour eux. Mais mon grand-père tenait à ça, alors j'imagine que c'est lié au fait qu'il voulait que je reste dans la famille, la sienne. Non. Donc 2 ans après, je me suis mariée. Du jour au lendemain, à 17 ans, je me suis trouvée livrée à moi-même, au milieu de la famille de mon mari, qui était aussi ma famille, qui ne faisait que m'admirer. Donc une espèce de narcissisme est né en moi. Je sortais dans la rue où il y avait le regard des hommes, que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire, donc tout cet ensemble a fait que durant toute une année, à la Marsa où j'habitais, j'étais comme quelqu'un à qui tout lui était ouvert, tout lui était permis. J'ai fini par penser que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, d'une beauté extraordinaire. Après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai quitté la maison parce que, après une année de telle folie, l'année suivante, l'ennui a pris corps en moi. Mon mari m'adorait, mais moi je n'étais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, donc je m'ennuyais. Et ça, c'est très significatif en moi depuis mon enfance. Je ne dois pas m'ennuyer. Si je m'ennuie, je m'en vais. À partir de là, il y a eu un déchaînement total contre moi. En fin de compte, toutes ces personnes-là n'ont pas accepté que moi, femme, je quitte un palais, je quitte un homme beau, je m'en vais. Je fais la connaissance d'une réalité. Par la suite, je n'ai plus jamais été la même. Je n'ai plus donné ma confiance. Donc après, je suis partie avec mes parents. Pendant 1 an, je ne suis plus redescendue à Tunis. Et puis je suis revenue. Des copines à moi m'ont invitée un soir. À l'époque, il y avait très souvent des petites réunions entre copines, etc. Et un homme est rentré. Il était avocat, il venait de rentrer de France. Et je pense qu'il y a eu certainement quelque chose qui est passé entre lui et moi. Nous nous sommes vus quelquefois. C'était très difficile parce que ma mère n'acceptait pas, mais quand même je l'ai fait. Cet homme a tout de suite voulu m'épouser. J'ai dit oui naturellement. Bon, c'est très important parce que à l'époque, épouser une femme divorcée n'était pas donné. J'ai donc commencé une vie nouvelle. Et là, je suis tombée enceinte où j'ai eu mon fils qui est mort. J'aimerais ne plus en parler. Un point, c'est tout. Bon, donc simplement pour dire que c'est un événement qui a joué un événement majeur dans le reste de ma vie. C'est-à-dire, la mort de mon enfant a fait que je suis devenue ce que je suis. Mais moi, j'avais décidé à l'époque, c'est très important, qu'il n'y aura plus d'autres enfants. Donc, nous avons repris notre vie, nous avons déménagé. À partir de ce moment-là, ma vie aussi a changé. Nous avions des amis, il y avait la lutte pour l'indépendance. Mon mari était avec d'autres. J'ai connu beaucoup d'êtres que je voudrais souligner, comme Ahmed Mestir, voilà, comme Simortar Atia, Majid Shekel, Mohamed Isnoussi. C'est une période très importante, très riche. Moi-même, j'étais jeune encore, c'est-à-dire je prenais conscience de la notion de la libération de mon pays. Eux, naturellement, militaient, il y avait la lutte de tous les jours, mais j'ai fait partie de ce corps, simplement comme femme de quelqu'un. Qui était avec eux. Mon mari était l'avocat du parti, comme Abdelrahman Abdelbi. Tout ce monde-là a été à la maison et je rends un hommage à toutes ces personnes qui sont parties, qui ont été très proches de moi, comme Ahmed Etlil aussi, quelqu'un comme Taïb Lemir, et qui, grâce à lui, je suis allée au voyage au Moyen-Orient. Et puis il y a eu la libération. La libération, le retour de Bourguiba, donc ça a été une journée absolument exceptionnelle. Je dirais que jusqu'à présent, elle illumine un peu ce qu'est ma vie. Je suis sortie dans la rue comme tout le monde. Ce que je n'ai jamais oublié, c'est ce peuple entier qui a fait corps ensemble.
Et cela toujours m'émeut énormément. Et puis, il y a eu la proclamation de la République. C'est quand même un événement très important. Donc en juillet, nous étions à peu près 8 ou 10 femmes. Mais moi, avec toujours mon élan, alors que moi je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé, donc je me suis précipitée, les autres sont venus derrière. J'étais heureuse. C'est quand même la proclamation de la République dans mon pays indépendant. Et après, la vie a continué. La vie a continué, c'est-à-dire pour moi, femme dans la maison, faisant le ménage, allant faire le marché. Nous ne roulions pas sur l'argent, mais nous étions bien. Nous allions au cinéma, nous allions au théâtre, je sortais quand je voulais, nous avions des amis, etc. Mais tout ça, petit à petit, ne me suffisait plus. Il m'arrivait d'être seule et de dire, c'est ça ma vie. Puis un jour, je me suis dit, je dois travailler. 10 ans après, ou 12 ans après même, de mon mariage. Déjà, mon mari qui m'a dit, quoi travailler? Mais pourquoi travailler? Qu'est-ce qui te manque, enfin? En réalité, mon mari a compris très très bien que si j'allais travailler, j'allais le quitter. En réalité, c'est ça. Je ne pouvais pas le quitter comme ça, je n'avais rien. Et il n'était pas question pour moi de retourner dans ma famille. Jamais. Mon mari a fini par accepter ça. Je commençais à prendre des cours d'anglais pendant 1 année ou 2. J'ai appris la dactylo, j'ai loué une petite machine Olivetti. J'ai appris la sténo, au bout de 6 mois, j'ai passé l'examen, c'est rien. Parce qu'en fin de compte, je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais plus accepter non plus de continuer à demander de l'argent à mon mari, ou en tout cas, même s'il me le donnait, même s'il n'y a jamais eu aucun problème de qu'un ordre, je dépendais de lui. C'est humiliant pour moi de demander à quelqu'un de l'argent. Et puis en plus de ça, c'est ça ma vie, me disais-je, je n'existais pas. Après 1 an où j'avais tout ça entre les mains, j'ai cherché du travail. Mon mari était horrifié. On trouvait très vite à l'époque. J'ai commencé à travailler donc dans les années 60. À ce moment-là, le ministère de l'Affaires culturelles, qui était nouveau, a fait un petit concours que j'ai passé. Et tout de suite, j'ai été acceptée. J'ai été chercher un petit studio. C'est là où ma vie a commencé réellement, enfin ma vie, une autre vie. C'était à la rue d'Autriche. J'ai dit à mon mari, après presque 14 ans, nous devons nous séparer. Je voulais être seule, je ne voulais plus dépendre de personne. Ma mère était très choquée, enfin tout le monde était très choqué, mais je lui ai dit que je ne retournerai plus dans la famille. Je dois vivre ma propre expérience. Je suis allée habiter ce studio. Ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'était la première fois à cette époque-là, quand même dans les années 61, qu'une femme de mon milieu, disons, ou de n'importe quel milieu d'ailleurs, décide de vivre seule. J'ai tiré un trait sur tout le monde. C'est-à-dire il ne fallait plus que j'ai une relation quelconque avec mon passé. C'est très important, parce que sinon je n'aurais pas pu poursuivre ma route. Et c'est à ce moment-là, ou très peu de temps après, quelques mois après simplement, qu'au ministère, on m'a demandé d'aller au club. Il faut dire que le club de la place Pasteur était simplement une chambre du gardien du parc du Belvédère. Après l'indépendance, on a voulu créer aussi pour les femmes un lieu culturel. On a construit une maison et il y a eu des femmes, de la bourgeoisie naturellement, ce n'est pas parce que c'est un choix qu'on a voulu, mais à ce moment-là, il n'y avait pas, la majorité des gens étaient analphabètes. J'étais la seule du ministère. Les autres venaient de l'Union nationale des femmes de Tunisie. Après 1 année, je suis retournée au ministère de la Culture. À ce moment-là, il y a eu la création du comité culturel, avec à sa tête Selamine Chebli. Et le comité culturel était très important. C'était vraiment un secrétariat d'État, avec les relations extérieures. Et la politique du gouvernement était d'être ouvert à tout le monde. Donc le ministre m'a appelé pour me dire, vous allez aller à la place Pasteur. Bon. Et je suis retournée à la place Pasteur, mais seule. À ce moment-là, le club dépendait totalement du ministère des Affaires culturelles et moi, je dépendais surtout totalement du comité culturel. Donc, j'ai eu la chance, d'une part, de travailler avec Selamine Chebli, qui était un homme que je veux souligner, c'est-à-dire lui rendre hommage, qui m'a beaucoup aidé. C'est un homme d'une grande culture, d'une grande ouverture. Disons que nous avons travaillé dans le même sens. Donc, on m'a donné une chance. Je pense qu'à chacun d'entre nous, dans la vie, on vous donne une chance. C'est à vous à la saisir. C'est une période absolument inoubliable.
À ce moment-là, il y avait un élan extraordinaire. Donc tout le monde a fait des choses avec moi. Les universitaires ont donné tout leur temps, en fait, plein de gens, femmes, hommes. Il y avait une ambiance de fête. On avait joie de faire tant de choses. Les ciné-clubs marchaient à plein tous les dimanches, c'était complet. Il y avait des discussions extraordinaires. Les JCC aussi commencé. C'était donc des années très riches, ces journées cinématographiques de Carthage. Nous travaillons tous ensemble, les facultés, les ministères. Alors, il faut tenir compte qu'à ce moment-là, pendant que nous étions encore à la place Pasteur, le ministre de la Culture, M. Chederibi, avait fait une grande réunion avec plein de monde, des intellectuels, etc. Et avait demandé que chaque centre culturel ait un nom d'un penseur tunisien, d'un écrivain, d'un grand artiste. Nous avons choisi Tal Hadid, nous l'avons dit au ministre, il n'y a eu aucun problème. Et le club à la place Pasteur s'est appelé Club Tal Hadid. Et puis il a dit, ce serait intéressant que dans chaque club, il y ait aussi un groupe, que chaque directeur soit libre de choisir. Et moi, ce côté-là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Notre groupe à nous était un groupe très démocrate. Il y avait des historiens, il y avait des communistes, il y avait des hommes de religion. Donc Mastar Brouja qui est devenu après Mufti, etc. Donc et tout le monde était d'accord pour Tal Hadid. C'est très important de dire ça. Au bout de quelques années, 6 ou 7 ans, le gouvernement avait acheté Dar al-Asram, qui est tombé en ruine. C'était en même temps un geste politique dans la Médina, et avec l'aide de l'UNESCO, ils l'ont restauré. Et à ce moment-là, un autre ministre était au ministère de la Culture, c'était Si Mahmoud El-Mesrati, un homme de grande culture, écrivain, etc., très ouvert, m'a appelé et il m'a dit « j'ai une idée ». Et nous sommes descendus dans la Médina, qui n'était plus du tout ce qu'elle était auparavant, puisque auparavant, tout le monde habitait dans la Médina, tandis que là, après les indépendances, il y a eu l'exode, enfin l'exode, c'est-à-dire des gens du Sud qui sont venus pour la Médina, et des familles qui sont disloquées, non pas par mal, mais les jeunes couples sont allés habiter tout seuls, il y a eu des constructions, etc. Donc, le visage social de la Médina s'est transformé complètement. Nous sommes allés donc avec c'est Mahmoud et moi, et je me rappelle très très bien les écuries de Dar al-Asram. Et il m'a dit voilà, je voudrais vous confier la création d'un centre ici. Moi, ici, lui ai-je dit. Je lui ai dit, mais c'est Mahmoud, regardez l'environnement, avec vous, voulez-vous que je fasse de l'animation? Non, 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 il m'a dit, je suis sûr que vous débrouillez très bien. Bon, je vous fais confiance. En 1974, nous avons déménagé dans la Médina. Là, ça a été une autre expérience. C'était une animation en milieu populaire, donc humaine, donc très riche. Et j'ai fait corps avec cette Médina. Nous avons fait corps avec cette Médina. Et l'animation, pour moi, est un tout. Elle se fait avec tout le monde. Ça a été la ligne de mon travail. Il n'y avait pas un Français ou un Maltais ou un Juif ou un Italien, je ne sais plus quoi. Tout le monde venait, tout le monde faisait de l'animation. Nous avions plusieurs clubs, mais c'est le club de musique qui a commencé en premier. C'est amusant qu'en majorité, c'était des étudiants de médecine qui ont formé ce club de musique. Petit à petit, il y a eu d'autres clubs. Aussi bien le club du cinéma, nous faisions des projections, de théâtre. Nous avions fait le club de marionnettes. Alors l'animation avec les enfants a été aussi très importante, parce que c'était avec les enfants de la Médina. Nous avons fait ça avec Mouns Fedouib, Nasser Khmir, avec Taïb Jellouli. C'était merveilleux, parce que c'était des enfants qui étaient heureux, mais qui étaient heureux. C'est-à-dire, c'était vraiment... ce qui était magnifique, c'est que le club était pour eux devenu une sorte de paradis. Je n'étais pas directrice avec eux. Heureusement pour moi, je ne me suis jamais présentée comme directrice. Je n'ai jamais employé ce mot d'ailleurs. Ce qui fait que la porte de mon bureau était toujours ouverte et parfois le soir j'étais crevée de ça. Ça c'est vrai parce que tous avaient quelque chose à raconter. Donc j'ai pris petit à petit connaissance de deux choses. D'une part, l'injustice sociale et aussi de la situation faite aux femmes. Même s'il y a eu le code du statut personnel, le planning familial, qui était quand même 10 années en avance de la France d'ailleurs. Tout ça, tout le monde a adhéré à ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La situation de la femme, en tant que femme, travaillant dans les administrations, n'était pas reluisante. Et il faut tenir compte que j'étais jeune à ce moment-là. Je réalisais, par exemple, que chaque fois que je parlais avec un homme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu,
avec un directeur, c'est toujours s'il me proposait pas d'aller ailleurs. Bon, il fallait protéger en tant que femme. Quand il y a eu le téléphone, je l'ai mis au rouge pendant 10 ans au moins. Rien n'est acquis pour les femmes. Il faut toujours être vigilant, il faut toujours faire très très attention. Par exemple, pendant très longtemps, les filles n'ont jamais voulu faire d'animation. Les garçons avaient toujours des initiatives. Mais les filles, pourquoi? C'était très simple, étant donné que depuis leur naissance, on leur a dit de se taire. On leur a dit que c'est leur frère qui devait parler, pas elles. Donc à partir de là, elles n'osaient plus, alors qu'elles portaient en elles toutes les richesses comme lui. Et petit à petit, les femmes ont adhéré aux autres groupes. Parce qu'il y avait aussi le groupe de sociologie, il y avait tous les groupes. Enfin bon, je rencontre très souvent maintenant dans les rues, partout, ce que j'appelle mes garçons, entre guillemets, ou mes filles. Des filles qui venaient déjà, un petit groupe, elles étaient peut-être 4 ou 5, pas plus. Hein. Et petit à petit, ce groupe a pris beaucoup d'ampleur. Et moi, je fais partie de ce groupe, non pas comme responsable du club Tal Hadid, mais parce que moi-même, je croyais à ça. Moi-même, j'ai fait corps avec elle. C'est-à-dire, c'est très, très important. Je ne me suis pas assise en tant que responsable d'un centre culturel. Je me suis assise en tant que femme. Il y avait beaucoup de femmes, mais on arrivait à être 100 le samedi. Toutes les manifestations qui ont été faites chez nous avec le groupe Femmes, et chaque fois que nous avons fait un colloque, le Maghreb a été avec nous. J'ai toujours pensé que notre combat était le même. Au début, les choses n'allaient pas de soi. Ce n'est que petit à petit qu'elles m'ont appris à me connaître, que j'ai appris à les connaître, que nous avons collaboré. Et je pense qu'il y a eu une affection, en tout cas un respect, une affection entre nous. Bien sûr, au début, elles se méfiaient de moi. Directrice du club, enfin je l'ai senti, même si elle ne le disait pas. Je n'ai pas d'ambition politique, je n'en ai jamais eu. C'est-à-dire, je veux poursuivre ce que je fais, c'est-à-dire être dans le domaine des arts, des lettres, écrire, aller voir un film, etc. Amener tout ça. Le club Tal Hadid, pendant presque 14 ans, a drainé plein de monde et tout le monde y a participé, tout le monde y a apporté quelque chose. Et l'animation, c'est ça. En 1988, j'allais sortir à la retraite. C'est à ce moment-là que Chedir Libi, qui était le maire de Carthage, m'a appelé et il m'a dit: nous venons de terminer cette maison de la municipalité. Vu le succès du club Tal Hadid, nous voulons avoir un centre culturel, le centre culturel de Carthage. J'ai dit oui. Enfin, quand même, faire une autre création, c'est important. Bon. Mais le maire m'a dit: nous n'avons pas d'argent. Vous devez vous débrouiller. Il faut tenir compte que j'ai fait Souvenir seul. Il n'y avait même pas un secrétaire, rien, personne. Bon. Mais quand même, ça a marché. Nous avons organisé des tables rondes, nous avons organisé des concerts, nous avons fait des choses avec la ville de Sfax, avec Sousse, donc on a essayé, et pendant presque 12 ans. Sophonisme est une femme qui s'est battue et qui ne s'est pas rendue. Comme elle a dit, Carthage ne se rendra jamais à Rome. Je suis ce qu'on appellerait une militante de terrain. C'était les débuts de l'indépendance, les années 62. On engageait presque tout le monde. Et je suis allée à la presse, toute seule. Et j'ai vu le directeur, qui était à ce moment-là, M. Amour Belkheria. Je lui ai dit: je voudrais écrire. Il m'a dit: oui, bien sûr. Sur quoi voulez-vous écrire? Je lui ai dit: je veux écrire sur la condition de la femme et aussi faire des critiques de livres. Il a dit: c'est parfait. À partir de là, je me suis lancée. Je suis restée très longtemps à la presse, plus de 30 ans. Quand je quittais le club Tal Hadid ou l'espace symphonique pour aller à la presse, c'est presque une récréation pour moi. J'ai fait pendant 2 années de suite une page chaque mois sur femmes et travail, tous les métiers des femmes. C'est bien les ouvrières que les femmes de ménage, que les médecins, que les avocats, etc. J'ai beaucoup parlé de Rada Samen, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui est un grand écrivain et qui est une femme très courageuse, d'une très grande culture. Comme elle me l'a dit dans un de ses entretiens,
Son père lui disait tu dois lire le Coran, mais tu dois lire aussi l'Évangile et la Bible. C'était bon, des gens très très ouverts. Comme j'ai fait beaucoup d'entretiens avec Sahar Khalifa, qui était de passage, qui a parlé au club, qui est un écrivain palestinien, avec Raymond Dahawatawil. C'est-à-dire j'ai toujours cherché à faire connaître toutes ces femmes. Je n'ai arrêté qu'en 99 et la fin 99 avec la presse. Mais entre-temps, le directeur de la radio, qui était Slah Mahaouia à ce moment-là, m'a appelé et m'a dit de faire une émission à la radio. J'ai donc fait une émission que j'ai créée et composée moi-même, que j'ai intitulée Errance. J'ai pris comme thème le voyage. Donc j'ai parlé en long et en large, entre autres, d'Ibn Battuta, un grand voyageur, et des grands voyageurs arabes. Et puis j'ai parlé de Marco Polo et d'autres voyages qui a duré jusqu'au moment où j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et vraiment j'ai été heureuse de faire toutes ces choses-là. J'avais besoin de me reposer et aussi de pouvoir faire mon propre travail. Tout ça a été un travail pour les autres, mais pas pour moi. Déjà, quand je travaillais, j'ai commencé à écrire. Bon, je lis énormément, que je porte toujours le doute en moi. Naturellement, quand je lis un livre, par exemple, où je suis sous le choc, enfin, de tout ce qu'il apporte, de tout ce qu'il m'aide à découvrir, de toute la richesse, ou si je lis un poète, je me dis comment j'ose encore écrire. Mais à ce moment-là, personne n'aurait écrit. Le journal est comme une canne pour moi. Il m'a aidé à traverser les jours et les nuits. Et personne jamais ne savait que j'avais ce cahier. Ce cahier répondait à quelque chose au fond de moi. أنا باش مريت أقرأوني ترى أقرأوني ما ليبرتي خاطر حلوة ما ليبرتي si elle est presque la dernière voilà. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes.